Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette très belle soirée consacrée notamment à l'architecture marocaine en présence d'éminents spécialistes de la profession, de cette noble profession comme je le disais tout à l'heure. C'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans ce lieu emblématique et chargé d'histoire, l'église Sacré-Cœur, qui a été construite à partir de 1930 par l'architecte Paul Tournon, diplômé et titulaire donc du prix de Rome, et qui allie à la fois les bases de l'architecture gothique et de l'art déco. Voilà pour ce passage d'histoire. Alors ce soir, donc, nous avons une très belle soirée en perspective puisque nous célébrons deux grands événements. Tout d'abord, vous le savez, vous êtes venus pour les encourager et les féliciter. C'est donc la remise des diplômes de la 13e promotion de l'école d'architecture de Casablanca, d'architecture et de paysage de Casablanca. Et puis, nous allons également fêter les 20 ans de cette école ce soir. Et nous allons célébrer surtout l'architecture et l'architecture marocaine. Nous allons commencer tout d'abord par une table ronde et je me permets d'inviter, et je vous invite à les saluer, les différents intervenants de cette table ronde. J'appelle tout d'abord Mounia Benani à venir me rejoindre sur scène. Mounia Benani, architecte paysagiste. J'appelle également Lotfi Sidiral, architecte et designer. J'appelle aussi une personne que vous connaissez tous, Mohamed Fikri Benabla, architecte, mais aussi militant et intellectuel. Je vous prie d'excuser pour le moment l'absence de Tariq Polalou qui doit nous rejoindre en principe. Il est à Rabat pour des contraintes professionnelles. Il devrait nous rejoindre au cours de cette soirée. Mais déjà le plateau est réuni et ça me fait un immense plaisir de vous recevoir tous les trois sur cette table ronde. Alors une table ronde, tout d'abord, je parlais tout à l'heure de cette église du Sacré-Cœur et je vais peut-être demander à notre doyen ici sur la scène de nous en parler de cette église du Sacré-Cœur. Qu'est-ce que vous inspire, Si Fikri Benabla? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Cette église, comme tant d'autres lieux de culte, symbolise pour moi la beauté, symbolise pour moi la force qui caractérise notre pays et cette capacité d'intégration de toutes les religions, de toutes ces valeurs d'échange, ces valeurs d'acceptation qui aujourd'hui sont malheureusement dans quelques pays du monde dangereusement en recul. Merci Si Fikri. Alors écoutez, je pense que c'était un petit mot d'introduction, tout simplement pour briser la glace, faire connaissance. Je vous invite à vous lever tous à présent pour l'hymne national. Nous allons donc démarrer cette table ronde et honneur aux dames. Mounia Benani, je rappelle que vous êtes architecte paysagiste. Ma première question en une phrase. Que signifie pour vous construire le Maroc de 2030? Vous pouvez prendre le micro. Très belle et vaste question. Pour moi, c'est vraiment le Maroc résilient de demain, qui est capable d'innovation, de créativité,
mais tout en étant ancré dans ses valeurs et son patrimoine. C'est vraiment cette dualité, cette complémentarité d'innovation et d'histoire et de créativité. Si Lotfi Stiral, votre point de vue? Je rappelle la question, que signifie construire le Maroc de 2030? Ouais, question. Oui, c'est un Maroc pour les Marocains. Et qu'est-ce qu'il va représenter? Qu'est-ce que la place du Maroc dans le monde? La place des citoyens dans la nation? Qu'est-ce que les architectes, en tant que constructeurs et bâtisseurs d'identité, comment est-ce qu'ils peuvent arriver à créer cette identité qui rassemble? C'est beaucoup de questions, mais finalement, c'est des questions qu'on se pose tous les jours. Pas la peine d'aller jusqu'en 2030. Un architecte doit normalement se poser cette question tous les matins. Il construit pour demain, et donc il doit se poser la question du Maroc de 2026, de 2028, de 2030, 2050. Et on est toujours à un tournant. Je ne pense pas que l'événement de la Coupe du Monde soit forcément un tournant. Le tournant, c'est ce qu'on écrit tous ensemble chaque jour. Si Mohamed Fikri Benhamza, votre point de vue sur se construire ce Maroc de 2030? Oui. Naturellement, c'est une aubaine magnifique pour le Maroc, pour son peuple, et dans le sillage de cette aubaine, pour la diverses professions, dont celle que nous partageons et que nous fêtons aujourd'hui. Je crois que, au-delà de la nécessité de trouver du travail, de partager, de réfléchir sur des questions probablement nouvelles qui sont l'écologie, qui sont le paysage, qui sont la ville. Au-delà, je pense que ce grand projet sur lequel que nous devons naturellement d'abord à la capacité du Maroc de challenger un tel projet. Nous devons naturellement à l'intelligence et à la vision royale, comme je souhaite personnellement en tant que Marocain que cette opportunité soit aussi celle du renouveau, de la formation, de la redécouverte de la ville. Je crois que nous sommes très en retrait depuis quelques années sur la question de la ville, et parallèlement aussi, je souhaite que cette jeunesse, dans tous les domaines, puisse de nouveau, grâce à ce projet, trouver des opportunités de travail, parce que c'est quelque chose qui touche très sérieusement toute la sociologie de notre jeunesse marocaine. Alors justement, vous gardez le micro, puisque la deuxième question que j'ai envie de vous poser est en droit de ligne de votre réponse. Comment percevez-vous aujourd'hui l'évolution du rôle de l'architecte au Maroc au cours de ces 20 dernières années? Il faut plonger tout de suite. Je voudrais, si vous permettez, j'aimerais adresser à l'Assemblée une pensée. Dans cette salle se trouvent quelques figures qui ont créé, développé l'école de Casablanca, l'école d'architecture de Casablanca. Je rappelle, et ils le savent, qu'il y avait deux équipes en compétition pour l'idée, le devenir de cette institution. Le groupe mené par Moumen, Abdelrafi Al-Hababi. Je pense que nous n'avons pas fait assez au titre de sa mémoire. Je m'adresse à la profession et à ceux qui s'y intéressent. Moumen Ben Adjli, naturellement, Youssef Ben Jelloun, Aziz Nzraq, Azdil Nzraq, et je pense, et je m'en excuse, j'ai probablement omis de citer quelques autres figures. Donc aujourd'hui nous sommes ici, c'est aussi grâce à eux, et surtout grâce à eux. Voilà, 20 ans après, parce que aujourd'hui c'est une école qui a beaucoup souffert d'un environnement d'incertitude, de fragilité, et grâce encore essentiellement à ces mêmes personnes que j'ai citées, justice a été rendue à cet établissement, à la crédibilité ou bien la validité, on va dire, académique ou institutionnelle de son diplôme.
Beaucoup de familles ont été récompensées, celles qui étaient fragilisées ne le sont plus, et s'ouvre devant eux l'avenir de leur progéniture, entre guillemets. Et je crois qu'aujourd'hui, la question, Karim, que tu me poses et que tu poses à mes amis, l'évolution du parcours des architectes depuis une vingtaine d'années, c'est bien cela? Exactement, oui. Je pense qu'il y a un grand paradoxe. Il y a d'un côté un accroissement heureux, je pèse bien mes mots, heureux, d'institutions, d'écoles, publiques ou privées, mais à côté de là, il y a une fragilisation constante, sous-jacente, du cadre d'exercice de la profession. Sur le plan réglementaire, sur le plan de la défense des droits des architectes, sur le plan de l'accessibilité à la commande, sur le plan de tout ce qui caractérise au quotidien notre exercice. Je suis inquiet, même si aujourd'hui on est là pour fêter le devenir de l'institution EAC. Je suis inquiet, je suis père de 2 architectes, j'ai moi-même accompagné la profession pendant de très nombreuses années, avec nos amis ici présents, dans la militance, dans l'exercice de la ville, avec des géographes, avec des économistes, avec des paysagistes, avec tous ceux que le champ de la ville et le devenir de la cité interpellent. Je crois que par rapport à cela, ce qui m'inquiète, parallèlement au problème de la commande, ce qui m'inquiète aussi, c'est le recul de la réflexion sur la ville. C'est quelque chose de... La ville se transforme sous nos yeux. Peut-être que nous sommes considérés comme étant seulement bons à imaginer des bâtiments, à les intégrer dans un site, à être en correspondance avec des valeurs programmatiques. Aujourd'hui, je pense que le pouvoir sur la ville nous échappe. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas s'entendre. Et ce sera peut-être un axe sur lequel j'aurai le devoir d'intervenir un peu plus tard. Merci, si Mohamed Fikri Ben Abdallah. Je voudrais avoir la réaction des 2 autres intervenants par rapport à cette problématique de l'évolution du rôle de l'architecte au cours de ces 20 dernières années. Si Lotfi, est-ce que vous percevez également, est-ce que vous avez également cette inquiétude exprimée là par M. Fikri? Oui, en fait, je vais vous parler de choses très précises et de mon vécu, puisque 20 ans, c'est marrant, mon agence d'architecture a 20 ans. C'est cette année, donc je l'ai ouvert en 2005. Et je vais vous raconter un petit peu rapidement l'évolution de l'architecture telle que moi je l'ai vue en tant qu'architecte recruteur. Donc j'avais fondé mon agence, j'avais bien sûr des architectes marocains à l'agence. Je n'étais pas au début forcément impressionné par les compétences. Et puis il a fait que j'ai réussi un peu à percer à l'international. J'ai ouvert ensuite à Dubaï, puis j'ai ouvert à Paris. Et puis j'avais encore moins foi un peu dans les architectes marocains. J'avais beaucoup d'architectes étrangers aussi au bureau de Casa. Donc c'était moitié-moitié. Et puis les années passaient. Et puis je voyageais beaucoup. Et puis à un moment donné, je me suis fatigué. Je voyageais beaucoup moins. Et puis un jour, un concours arrive, je crois un peu avant le Covid. Et là, il fallait que je le fasse depuis Casablanca. Et donc là, je vais aller recruter des jeunes talents qui sont issus de l'école. Et là, je tombe sur 2 architectes qui sont d'ailleurs de l'EAC. Qui étaient sortis, et je leur dis, ben voilà, on a un concours d'architecture face à Jean Nouvel et à Eidas, c'est en Croatie. C'est les Jeux Olympiques de l'architecture, est-ce que vous voulez y participer? Et là, moi j'ai été très critique par rapport à la jeunesse marocaine, une partie en tout cas de la jeunesse marocaine, par rapport à un manque de pragmatisme. Je veux dire, si on est bon, si on n'est pas bon, ben, on se relève et on essaie d'avancer. Et c'est ce que je recrutais un petit peu aux jeunes qui, issus de certaines écoles, pensaient qu'ils étaient bons sans faire d'efforts. Je pense que beaucoup d'architectes et recruteurs doivent percevoir des fois ça. Les jeunes sortis de l'école ont des fois une image un petit peu au-dessus de la réalité. Et donc j'aurais dit, voilà, vous allez me rejoindre et on va se battre et on va gagner les meilleurs.
Et ben ces deux jeunes architectes qui n'avaient même pas encore leur diplôme, ils étaient en train de le préparer. Et ben on a réussi à gagner le concours. Et on a gagné le projet. Et ils ont fait des choses absolument formidables. Donc j'ai commencé à avoir foi dans les jeunes architectes. Et on a commencé à avoir vraiment une pépinière de jeunes architectes marocains. Et 3 ans plus tard, on nous invite sur un concours en Arabie Saoudite pour une nouvelle destination. Et pareil, face à nous, il y avait Zaha Hadid, il y avait Urko Sanchez et 5 autres architectes de renommée. Et pareil, j'avais des architectes marocains issus de l'EAC, issus d'autres écoles à travers le Maroc, qui avaient 1 an, 2 ans d'expérience. Et avec eux, encore une fois, on a gagné. Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai été hyper impressionné. Je le suis toujours. J'ai complètement changé ma stratégie. Les projets les plus importants dans mon agence aujourd'hui sont faits avec des jeunes architectes marocains. Et voilà, donc ça c'est du vécu, c'est la réalité. Et il y a une vraie évolution grâce à l'enseignement, grâce au succès des écoles dont vous parliez, dont l'EAC. Et voilà, le résultat c'est qu'il y a des architectes jeunes diplômés qui sont talentueux, marocains, et qui sont capables de gagner les plus grandes agences internationales. Et ça c'est pas du vent, c'est la réalité que moi en tout cas j'ai vécue. Mounia Benani, quelle est votre perception de ces 20 dernières années ? Sur les architectes paysagistes qui sont en train d'eux, c'est-à-dire que si Fikri parlait de la ville, évidemment la ville se fait par tous ses acteurs, architectes, urbanistes, sociologues, architectes paysagistes, agronomes, donc on a un panel de métiers. Et c'est vrai que celui d'architecte paysagiste, c'est celui qui a fait nos villes modernes marocaines. On est dans le lieu même de cette mémoire de Casablanca, la capitale moderne. Et le parc a été fait par Albert Laprade, donc c'est quand même l'architecte de cette période. Et donc le Maroc a vu son âge d'or en termes de création paysagère, d'urbanisme, on va dire, ancré dans un territoire géographique, dans un vivant. Et en fait, il a perdu. Voilà. Après, on a perdu en fait ce lien au socle, au territoire, à la géographie, au lieu, aux gens. Et aujourd'hui, il est vraiment extrêmement important que les architectes paysagistes soient formés. Et donc que l'EAC participe à cette formation et à la reconnaissance aussi d'une profession qui, je vous le rappelle, n'est pas reconnue au Maroc. Donc aujourd'hui, on n'est même pas en train de parler d'avoir un cadre de travail. Nous ne l'avons pas. Le mot architecte paysagiste au Maroc, en arabe, n'est pas reconnu ni en français ni en arabe. Donc aujourd'hui, c'est vital, c'est vraiment quelque chose qui est absolument nécessaire. Et à côté de cela, on fait venir des architectes paysagistes étrangers parce qu'ils sont reconnus à l'étranger et nous travaillons à leur côté au Maroc. Donc il y a vraiment un enjeu aujourd'hui extrêmement fondamental et vital pour le Maroc d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Quels sont selon vous les grands projets ou les démarches qui ont marqué une rupture ou un tournant aujourd'hui dans la manière de penser et de faire l'architecture au Maroc ? Si Fikri peut-être pour cette question ? Je pense que quand j'ai évoqué les insuffisances, qui sont extrêmement sérieuses, qui accompagnent le parcours de la création architecturale, de tout ordre réglementaire, d'image, et cela il n'empêche que parallèlement, il y a, de ma part, en tous les cas, une perception très positive sur la manière dont s'exerce le bâtiment, dont il se développe, dont il côtoie d'autres objets architecturaux dans le parcours des villes. Je sens que cet immense devoir d'éducation et de formation porte ses fruits. Naturellement, il n'y a qu'à voir les très nombreux concours. On est surpris. Je connais, je pense, ça n'est pas un exclusif, mais je respecte de façon extrêmement sérieuse un certain nombre d'architectes. Parmi les quadras, il y en a d'autres qui sont plus jeunes. Et je suis heureux de constater que dans les villes, à Fès, que je fréquente assez régulièrement en ce moment,
et dans d'autres villes, il y a des choses qui parfois sont totalement surprenantes. Le fait est que par rapport à ce constat, je me fais le devoir, surtout quand je participe à un concours et il se trouve que je sois classé second, quatrième, le cinquième, je me renseigne immédiatement sur le premier, le lauréat. ولو ما نعرفوش كناخذ الهاتف نقلب على النمره ديالو ونعيط له. C'est un devoir que je me fais. C'est vous dire que pour moi, j'ai une perception qui est extrêmement objective de l'état de la création architecturale au Maroc. Même si aujourd'hui, elle est dangereusement inquiétée, sinon menacée, par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Il se passe des choses qui sont extrêmement sérieuses. Et à mon âge, à 71 ans, je me pose des questions philosophiques sur cet instrument, sur sa capacité à rédiger, sur sa capacité à prendre un seul et même objet et à le servir sous une forme asiatique, ou la andalouse, ou la américaine, dans la minute, sinon dans la seconde. Je pense que ça, c'est Karim. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Et je crois que dans le... On le vit dans toutes les professions d'ailleurs. Hein. Certainement. Mais je voudrais dire que, en tant qu'enseignant, qui a œuvré au sein de l'École nationale d'architecture pendant près de 17 ans, pas quasi quotidiennement, mais j'étais extrêmement présent. Et je peux dire, sans fanfaronnade, que de nombreux copains sont partis au bout de 2 ans pour se consacrer assez exclusivement à leur cabinet. Je suis resté à l'École nationale d'architecture et je pense que j'ai fait le bon choix. Parce que il se trouve que à Paris, j'ai pas fait beaucoup d'archi, ou bien très peu. Youssef, tu es témoin, tu appartiens aussi peut-être à cette catégorie d'architectes qui ont beaucoup milité à l'UNEM, qui ont beaucoup milité dans les organisations d'architectes, etc., et qui sont passés à côté d'une accumulation de savoir qui était essentielle. J'ai eu la chance de faire du rattrapage dans l'atelier. ماشي تعلمت في الطلبة, non, parce que j'ai été très honnête, très fidèle dans l'effort, et donc pendant 17 ans, j'ai fait du projet à l'école. Et je pense que je suis lauréat de l'École nationale d'architecture de Rabat. Et je n'enseignerai probablement jamais dans un autre établissement que celui qui m'a porté et qui a porté l'agence modestement là où elle est aujourd'hui. Si Lotfi Sidiral, quel grand projet ou démarche ont, selon vous, marqué une rupture ou un tournant dans la manière de penser l'architecture au Maroc? Ma réponse ne va pas être très très loin de mon confrère. Je pense que les concours, ça a été vraiment un tournant au Maroc. L'obligation de faire des concours pour le public, ça a permis vraiment d'émerger beaucoup de jeunes architectes. Moi, je vois des fois les résultats des concours. Alors, s'il vous plaît, il faut arrêter de classer les architectes. Ça se fait pas déjà. Il faut arrêter premier, deuxième. Voilà. Quand on fait un concours, on décerne quelqu'un parce qu'on pense que la vision elle est bonne, mais on ne fait pas un classement. Je trouve que c'est un manque de respect envers les architectes. On n'est pas à l'école. Mais bon, ça c'était la petite parenthèse. Oui, clairement, les concours et les jeunes architectes font des choses absolument extraordinaires. On les voit aussi des fois sur certains concours. Alors moi-même, je ne les pratique malheureusement pas beaucoup, mais ça a vraiment marqué un tournant. Et dans la ville, il y a plusieurs bâtiments qui sont emblématiques, qu'on commence à voir. Bon, beaucoup à Rabat.
fait par des architectes marocains, des fois par des architectes étrangers. Et je pense que ça, il y a clairement un tournant. Il n'y avait pas ça avant. Et ça, c'est quelque chose qui est assez notable. Si je dois rebondir sur l'intelligence artificielle, si tu veux qu'on en parle maintenant. Oui, on peut en parler, oui. Tout à fait. Oui, clairement. Ça, c'est le raz-de-marée. C'est un tournant absolument incroyable. Nous, on l'a intégré à l'agence depuis 2 ans et demi. On vient de finir un concours en décembre. On n'a fait aucune nuit blanche, aucune charrette. Pour la première fois de notre vie. Jamais. Ça a toujours été, on finit au forceps. Et là, pour la première fois, je vous le dis, grâce à l'intelligence artificielle, on ne l'a pas fait. Alors pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, on l'a beaucoup utilisée dans tout ce qui est rendu et imagerie. On n'a plus besoin de faire des rendus 3D très très compliqués. En fait, il y a des logiciels aujourd'hui, même si votre 3D est de très très mauvaise qualité, en utilisant les bons filtres, on peut l'avoir. Donc le danger, c'est qu'on utilise l'intelligence artificielle aussi pour créer. Et c'est diablement efficace, parce que l'intelligence artificielle, en fait, quand on lui en fait une requête ou un prompt, elle va absorber ce qui se trouve dans le monde en termes d'image. Donc elle va absorber toute l'architecture mondiale, elle va absorber ce qu'il y a de mieux de manière générale. Elle va commencer à comprendre comment on fait un bon bâtiment. Elle commence à comprendre comment on fait un intérieur qui est bien composé, qui est équilibré. Et elle vous donne un résultat qui marche. Donc le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est diablement efficace et elle est beaucoup plus forte déjà que la majorité d'entre nous. Donc comment l'utiliser ? Parce qu'à un moment donné, il faut bien un architecte derrière, même si elle est là. Mais il y a un sérieux problème là-dessus, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sait utiliser Midjourney, il va vous faire un super bâtiment en 3 jours. Et il arrivera à bien le faire. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Comment est-ce qu'on traite ça ? Comment est-ce qu'on intègre ça dans les agences ? Comment est-ce qu'on continue à être crédible vis-à-vis de maîtres d'ouvrage et vis-à-vis des clients ? C'est un vrai problème. Bon, pour la petite blague, quand on fait un peu de l'intelligence artificielle, je me tourne vers mes collaborateurs, je leur dis souvent, je pense que Youssef est là, il a dû m'entendre dire souvent la phrase magique, je leur dis sandwich kfta. Donc quand ils m'entendent dire sandwich kfta, ça veut dire que voilà, c'est le seul débouché qu'on peut faire, que l'intelligence artificielle ne peut pas nous remplacer. On aura toujours besoin de se nourrir. Mais quand tu as créé de l'image, créé de l'architecture, il y a un vrai débat là-dessus. Il y a encore des réticents. J'ai un ami qui travaille à Hollywood et qui fait des films, qui est chef décorateur, et je lui ai montré Midjourney pour la première fois. Il a refusé complètement. Il m'a dit oui. Je lui ai donné les codes d'accès. Il l'a utilisé pendant une journée. Il m'a dit non, c'est pas fait pour moi. Bon, il faudrait que maintenant je rediscute avec lui parce que ça date d'il y a 1 an et demi. Mais voilà, c'est un vrai débat qui peut nous aider à améliorer ce qu'on fait. Mais il va y avoir une vraie question sur quelle est la place de l'architecte ou le créatif. Mais c'est un débat, à mon avis, qui est trans-métier, transgénération. Oui, je peux en témoigner. Pour l'anecdote, j'ai eu droit à mon avatar en intelligence artificielle. C'est réellement bluffant. Réellement bluffant. Clairement. Alors, autre question que je voudrais poser à Mounia Benani. Y a-t-il une spécificité marocaine de l'architecture contemporaine qui émerge selon vous aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas si cette question m'est adressée à moi, mais je vais répondre peut-être. C'est vraiment cette question d'identité marocaine. Alors, je parlais d'identité paysagère, évidemment. En tout cas, le Maroc a pris conscience de cette identité paysagère, de ces différentes strates de l'histoire du paysage qui ont fait l'identité actuelle contemporaine. Jusqu'à présent, on ne reconnaissait que les jardins traditionnels, les riads dans les médinas, les jardins al-Mohad, etc. Mais on occultait la période du protectorat puisque l'histoire était trop contemporaine. Et aujourd'hui, on est au Maroc, les premiers pays en Afrique du Nord à avoir reconnu ces jardins publics urbains, patrimoine nationaux. Et c'est Rabat qui a permis d'inscrire ça grâce à un travail d'histoire, de reconnaissance, de découverte de l'histoire de ces jardins. Parce que, évidemment, un arbre, des jardins, ça n'a pas la valeur d'un bâtiment, de l'art moderne, d'une architecture dont on met un nom d'un architecte. Et là, petit à petit, l'histoire se crée. Donc aujourd'hui, le Maroc peut être fier d'avoir cette période de son histoire du paysage moderne qu'elle a intégrée.
Et aujourd'hui, elle écrit une nouvelle page de son histoire paysagère. Donc ça, on est en train de. Donc je pense que c'est très récent et qu'aujourd'hui, c'est nous et les futurs architectes paysagistes qui vont écrire cette identité. Oui, oui, sans faire de mauvais jeu de mots, je dirais c'est le nôtre aujourd'hui. Hein. Oui. Voilà. Si Fikri, selon vous, y a-t-il une spécificité marocaine de l'architecture contemporaine qui se met en place aujourd'hui? Avec le micro, c'est mieux. Si elle se met en place aujourd'hui, j'ai du mal à répondre. J'ai du mal à répondre. On vient d'évoquer l'intelligence artificielle. On a omis de se rappeler qu'Instagram et Pinterest existent. Et je suis un lecteur extrêmement attentif à ces objets. Vous savez, l'enseignement, au bout de 17 années, à faire une dizaine ou une quinzaine de projets, toutes les semaines, ça forme de manière absolument extraordinaire. Et j'ai toujours considéré que les architectes devaient se faire le devoir de la transmission. Il n'y a pas que l'équipe raccourcie à l'environnement immédiat dans les agences. Il y a le devoir d'aller vers la jeunesse, vers ceux qui ont soif de savoir, de comprendre et de développer de se développer de façon performante. Si aujourd'hui on me dit que le Maroc a contribué, ou bien y a-t-il une architecture contemporaine spécifique à la nation marocaine, je dis oui, bien heureusement. Et nous ne sommes pas classés, même si mon ami Lotfi réfute quelque peu le syndrome du classement. Nous sommes un pays où il y a l'expression de l'accumulation stylistique, architecturale, parmi les pays les plus riches, les plus vertueux. C'est l'histoire qui le veut. C'est l'accumulation de ces périodes historiques difficiles, mais qui ont tout de même inscrit dans notre sol, grâce à l'ouvrage de Marocains, pour différents objets. Et je crois que c'est un réel bonheur, parce que c'est ce que j'ai étudié en premier chef à la division de l'architecture, sous la direction de Ablaï Bousfeha, mon directeur. Il restera éternellement, Inch'Allah. Nous avons participé à des programmes sur les sites et paysages urbains, sur les architectures régionales, sur les médinas, mais parallèlement, on a développé la reconnaissance de toutes les catégories de bâtiments à usage militaire, industriel, hôtelier, de santé, etc. Et on avait compilé un trésor de documents qui recensait à travers les parcours d'Agadir, de Marrakech, de Rabat, de Casablanca, la marque prégnante de la qualité et de la capacité de notre pays à absorber tous les courants extérieurs en aspergeant ces tendances, autant l'art nouveau que l'expressionnisme, que le mouvement moderne, tout cela a été, je crois, la marque de la capacité pour le pays de recevoir toutes les évolutions, quelles qu'elles soient, de l'architecture de ces 20 dernières ou 30 ou 40 dernières années, mais dans une lecture qui ne nie pas un patrimoine colossal, qui reste aujourd'hui à mes yeux d'une force et d'une richesse inouïe, et qui échappe
encore à plusieurs générations d'architectes. Parce que je pense que, à travers la connaissance de l'architecture de nos médinas, de nos mosquées, des techniques constructives, des techniques, y compris des techniques décoratives, quelles qu'elles soient, sur le bois, sur le stuc ou là en zélige, je pense qu'il y a des leçons de modernité, de contemporanéité extrêmement importantes qui sont très peu aujourd'hui connues par même par les anciens, certains de nos anciens. Et donc je pense qu'il y a le Maroc est là, le Maroc, son intelligence, son histoire, son patrimoine ont toujours été alertes et attentifs à toutes les évolutions. Quelle évolution industrielle, technique de la construction, le béton, le verre, le métal, mais aussi toutes les évolutions des matériaux dans leur valeur industrielle. Donc nous avons absorbé tout cela avec beaucoup de bonheur. Et la question qui se pose aujourd'hui, avons-nous la capacité de préserver, de faire connaître et de développer des concepts qui s'inspirent de tout ce qui a été le contemporain d'hier? Il y a un élément, je sais qui vous tient à cœur, Sifikri, permettez-moi pour cette digression, mais je sais que par exemple le bois de cèdre est aujourd'hui utilisé dans l'architecture et de manière merveilleuse, vous le faites très bien. C'est là par exemple dans ces genres de matières qu'il faut aller puiser aujourd'hui? Le bois de cèdre, c'est un peu ma panacée quotidienne, parce que j'ai eu le bonheur de travailler sur le musée Njarine des arts et métiers du bois dans les années 90. Oui, je te remercie. Merci à Célotvé. J'ai aussi, dans le sillage de ce projet, j'ai été appelé à travailler sur la mosquée Qarouiyine. C'est un monde c'est un monde éternel, insoupçonnable. C'est véritablement, je souhaite à tout architecte d'avoir le bonheur dans sa vie, dans un moment donné, de pouvoir tendre la main à cette pratique de protection du patrimoine. Et il me revient simplement ce que je vous dis, c'est pas une fanfaronnade, c'est une anecdote, mais il faut raconter. Fandq Njarine, il y avait le Ma'alem Ahmed qui était le Kouatsi, c'est celui qui s'occupait des réseaux de la ville de Fès. Il n'est plus de ce monde. Madouunch, il n'a pas authentifié, il n'a pas écrit, il n'a pas légué, sauf le savoir à certains de ses compagnons de trajets souterrains. Parce qu'il y a le tracé qui est celui des ruelles, des venelles, des places, et il y a un autre tracé totalement différent. Ce sont deux grilles de lecture spectaculaires, et lui connaissait celle des sous-sols de la ville de Fès. Et j'étais ému à chaque fois que j'arrivais sur la réunion de chantier, c'est tous les mardis. Ça a duré 8 ans, jusqu'à ce que ma petite BM, dont se souvient Moumoun, connaissait le trajet par cœur. Je me mettais derrière, elle me menait au Rsif, je déambulais vers Njarine, et je disais que je descendais donc dans ce sous-sol. C'est la première des règles humaines, professionnelles et affectives. Je me souviens, dès qu'il me voyait dans cette pénombre des sous-sols de Fandq Njarine, tout de suite il mettait ses mains derrière son dos, parce qu'il savait que j'allais le prendre par surprise et que j'allais sauter sur sa main et que je l'embrassais. Et c'est ce que j'ai fait à chacune de mes visites, et que Dieu ait son âme. Et ils sont nombreux, ils sont beaux, ils sont puissants, c'est de très grands savants. Je pense que l'ADER de Fès a probablement fait l'effort de fédérer leurs connaissances. Je ne sais pas où on en est, mais attention à ce que ces personnes disparaissent définitivement avec toutes les richesses qui sont les leurs et les nôtres.
Lotfi Sidiral, vous souhaitiez intervenir également sur cette question de cette identité marocaine qui émerge aujourd'hui dans l'architecture contemporaine. Oui, alors, je ne sais pas si on a assez de recul pour essayer de trouver une identité marocaine dans ce qu'on est en train de faire dans l'architecture contemporaine. Je pense que c'est les générations à venir qui auront un regard croisé sur le nôtre et puis qui pourront dire « Ah bah tiens, est-ce qu'il y avait des spécificités ?» Je pense que l'identité marocaine, comme n'importe quelle identité, elle ne se... alors peut-être que ce que je vais dire va être contradictoire avec ce que je veux dire juste après, mais bon, je pense que le monde est ainsi fait. Je pense que l'identité d'un pays, elle se fait d'abord par une accumulation d'identités individuelles. Je pense qu'on ne peut pas se réveiller un matin et se dire je vais créer l'identité marocaine de demain. Je pense qu'on doit d'abord créer la sienne et être authentique par rapport à soi-même. Et si moi je fais de l'architecture qui me correspond et qui me raconte moi, et que mon confrère va faire une architecture qui le raconte, vu qu'on est déjà tous les deux marocains, donc à un moment donné, il y aura des choses qu'on va retrouver. Et donc je pense que quand les architectes marocains sont authentiques, au final, on va pouvoir percevoir quelque chose. Alors ça ne sera pas des choses avec des arcades ou des ornements, mais il y aura quelque chose qu'on arrivera à comprendre. D'abord, il y a cette volonté d'être authentique par rapport au contexte qu'on est en train de construire et aussi par rapport à soi-même. Donc ça, c'est la première des choses par rapport à l'identité. Je pense qu'on a un peu besoin de recul par rapport à cela. Ensuite, par rapport au patrimoine, et mon confrère le citait, et ça c'est un vrai drame que moi je pense. Au début, on a commencé en citant ce lieu, et moi je vais être très honnête avec vous. J'aime bien ce lieu, il a des beaux volumes, mais je peux le comparer à aucune église du Moyen-Âge. Je suis désolé, mais je pense qu'on a donné trop de crédit à l'architecture moderniste, et que ça a été peut-être un besoin en Occident, en Europe, parce qu'il y avait l'industrialisation, parce qu'il fallait construire des villes, il fallait sortir de la Seconde Guerre mondiale, il fallait faire vite et bien et pratique. Le problème, c'est que cette architecture moderniste, on l'a importée chez nous au Maroc, sans trop la comprendre. Elle a infecté les écoles, elle a infecté les enseignements, et donc on est là à s'extasier dans des formes pures, etc. Le problème, c'est qu'on a mis au chômage un savoir-faire ancestral. On a mis au chômage les gens qui font des plafonds en gypse, qui font des voûtes, qui ont parlé des éliges. Alors c'est très bien, tous les architectes disent « Oh, les éliges, oh, l'artisanat marocain, oh, c'est magnifique ». Mais après, tous les matins en arrivant à l'agence, on s'en fout un peu. À part si on a un projet à faire dans la Médina ou quelque chose comme ça, mais est-ce qu'on l'intègre ? Est-ce qu'on n'intègre pas forcément les motifs ornementaux ancestraux, mais ne serait-ce que les techniques et les savoir-faire pour faire des choses contemporaines ? Ben, on ne le fait pas. Et à chaque fois qu'on décide de ne pas le faire, eh ben c'est un métier qui va mourir demain. Et c'est dommage, parce que quand on va aller en France, par exemple, eh ben on se rend compte que leur savoir-faire aussi ancestral, et ils ont un très beau savoir-faire décoratif et ornemental, ben il a disparu. Et ils se réfugient uniquement dans les palaces. Alors quand on fait un palace parisien, ça va coûter les yeux de la tête, et on va ramener ces gens-là. Alors aujourd'hui, au Maroc, ça se réfugie un petit peu dans les salons marocains, dans les vieilles maisons, dans la Médina, etc. Mais dans les villes modernes, et ben c'est en train de disparaître. Et justement, la grande question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on est à la hauteur de nos ancêtres ? Ce qu'ils ont fait avant, comment ils ont sué pour faire des bâtiments. Tu parlais du Riyad Mjanin, et j'admire absolument ton travail de réhabilitation dessus. Et est-ce que vraiment on est à la hauteur ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'effacer ça parce qu'on va suivre les sirènes du modernisme ? Alors c'est bien. Moi je regarde cette cathédrale depuis tout à l'heure. Encore une fois, c'est un beau volume. Et bon, je vais choquer beaucoup de monde, mais je ne suis pas impressionné. Je rentrerai dans une cathédrale moyenâgeuse qui a été faite il y a quelques siècles avant, et puis je vais ressentir une émotion beaucoup plus forte parce que je sens la sueur, je sens les années, des fois les siècles de travail, et on ne peut pas me dire que une colonnade en béton et un gros volume va pouvoir concurrencer ça. Je suis désolé, moi je suis très critique du modernisme. Je suis beaucoup plus Frank Lloyd Wright que Corbusier ou Mies van der Rohe. Mais voilà, donc c'est bien, l'Europe on fait ça, ils ont pris des raccourcis, mais nous au Maroc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que nous aussi on fait pareil ? On va continuer à faire des immeubles avec des lignes pures, et puis on va s'extasier entre architectes élitistes, et on va mettre derrière un patrimoine. Je dis surtout pas qu'il faut répliquer et refaire les médinas, hein, je dis absolument pas ça. Je dis qu'il faut avoir une pensée plus profonde pour pouvoir construire les villes de demain, parce que
On a un pouvoir énorme et on est en train de mettre au placard des savoir-faire. Et voilà. Donc jusqu'à quand il y aura encore des Marocains qui voudront faire des salons marocains ou des étrangers qui voudront réhabiliter des riads dans la Médina et qui vont faire que ça va sauver un peu notre patrimoine. Mais il est temps que nous, architectes marocains, on trouve des solutions. Parce que c'est important. Parce que plus tard, il y aura quelqu'un comme moi qui va faire cette remarque par rapport à cette cathédrale et qui va dire ouais, franchement, est-ce que mes ancêtres, est-ce qu'ils ont vraiment fait des trucs super? Donc c'est vraiment ça la question. Est-ce qu'on est à la hauteur de nos ancêtres et on doit faire très gaffe à ça? Merci Silotfi. Alors je voudrais juste quand même préciser que ça n'a jamais été une cathédrale, ça a été l'église, l'église du Sacré-Cœur. Effectivement, on l'a comparé souvent à une cathédrale parce que le volume de la nef rappelle effectivement les grandes cathédrales du Moyen-Âge. Elle est très belle, hein. J'ai voulu choquer en faisant mon commentaire. Mais voilà, mais n'empêche, la comparaison se tient. Et voilà, ça a été fait à l'aube du modernisme. Et c'est important aujourd'hui où en Europe on critique le modernisme, nous on l'a importé. On devrait être encore plus critique parce qu'il n'est pas venu du Maroc, il est là, il a fait des choses extraordinaires, mais c'est important d'avoir aujourd'hui une critique dans l'architecture marocaine contemporaine et d'être très vigilant par rapport à ça. Alors vous faites très bien de poser justement cette problématique parce que nous allons aborder maintenant ce thème de savoir quels sont les enjeux contemporains et les défis pour l'architecte avec une question déjà. Quelle nouvelle responsabilité incombe aujourd'hui aux architectes? Mounia Benani. Et notamment les architectes paysagistes. Oui, enfin, là du coup c'est une question qui rejoint tous ceux qui fabriquent les villes. J'entends bien effectivement ces remarques, en fait, c'est ce sentiment. Pour moi, c'est une stratification. La ville, ce sont des strates de l'histoire, des styles qui se superposent. Après, voilà, importation ou non-importation, de toute façon, nos cultures sont des successions de générations, d'individus, et la France fait partie, voilà, on avait les Phéniciens, les Romains, donc aujourd'hui on est dans une strate. Et aujourd'hui, la responsabilité, évidemment, on le voit bien, on parle de changement climatique. Alors pour les architectes paysagistes, c'est pas nouveau, je veux dire, on s'est toujours adapté. Déjà au XIe siècle, on avait, les Almoravides avaient eu l'intelligence de créer des rtaras pour ramener de l'eau des montagnes à 30 km. Donc on a un savoir-faire ancestral, technique, aujourd'hui qu'on ne sait plus faire. Donc, et ce savoir-faire est un patrimoine hydraulique nécessaire à nos villes d'aujourd'hui au XXIe siècle et il n'existe plus. Donc aussi, il faut se poser la question entre technologie et logique des territoires. Il faut vraiment, l'enjeu c'est vraiment de s'ancrer dans les territoires que l'on aménage. Je veux dire, on ne peut pas se faire des copier-coller de conception de villes, qu'on soit à Rabat, à Tanger ou à Meknès ou dans le sud du Maroc. Je veux dire, chaque lieu doit avoir une réponse spécifique par les contraintes du lieu, l'identité des lieux, les usages, la géographie, tout ce qui... Donc c'est une question vraiment d'enjeu de bien comprendre les lieux avant d'agir et d'apporter des réponses spécifiques. Et ça vaut pour tout le monde, architecte ou architecte paysagiste. Alors justement, il y a une question qui me taraude et qui vous êtes tout à fait décidé. Comment, selon vous, on peut mieux intégrer cette dimension paysagère et environnementale dans les grands projets d'aménagement Maroc aujourd'hui ? Je continue, effectivement. Déjà, il faut bien qu'il y ait des paysagistes, parce que, je veux dire, c'est pas les architectes qui vont intégrer uniquement la dimension paysagère. Ils ont leur rôle, donc chacun son rôle, et il faut travailler ensemble. Donc on ne peut pas faire la ville uniquement par des architectes ou uniquement par des paysagistes. Il faut avoir une vision globale et puis avoir des outils juridiques. Je veux dire, aujourd'hui, on avait des plans de paysage en 1920, en 1914, et on les a perdus. Je veux dire, voilà, la modernité était intéressante puisqu'on a inventé les systèmes de parcs pour créer les villes modernes à l'échelle mondiale. Je veux dire, Rabat est la seule ville au monde qui a été, comme Boston, créée autour d'un réseau de parcs et d'espaces publics pour fabriquer une ville moderne. Donc là, on a de quoi apprendre. Donc je veux dire, aujourd'hui, il faut redonner des outils institutionnels pour qu'on puisse agir concrètement, nous, architectes paysagistes, et évidemment reconnaître la profession d'architecte paysagiste. Il faut que ça soit un acteur à part entière des aménageurs, de ceux qui fabriquent la ville aujourd'hui.
Mohamed Fikri Benabla, selon vous, quelles sont les nouvelles responsabilités qui incombent aux architectes aujourd'hui? Je suis surpris que Mounia n'ait pas fait allusion à peut-être à son travail le plus important, qui pour moi aussi a été fondateur d'abord d'un groupe où figuraient parmi les architectes, notamment Endeloussi, Leofir, Jacques Barbier, géographe, Mounia, paysagiste. Et je vous assure que je me rappelle de ces ébauches, elles étaient absolument magiques et très belles. C'est vraiment le sens, c'est le moment où dans ma vie d'architecte, nous avons pris corps avec une vallée, avec toutes ces difficultés physiques, écologiques, humaines, grâce à Feu Mzien Belfré, qui a eu cette espèce de puissance personnelle pour réunir un team d'une très grande qualité. Je ne parle pas des archis. Quand je dis un team important, c'est qu'il y avait des historiens, des archéologues, des gens qui travaillaient sur l'hydrologie, des gens qui travaillaient sur les sols, sur les systèmes de protection de la ville à travers le marnage et la khéré, avec deux médinas, Salé et Rabat, l'une plus haute que l'autre. Une raison, on l'a appris grâce à cela, parce que l'une était fondée sur un rocheux, sur un piton rocheux, et que l'autre, finalement, a dû se situer sur une partie calcaire, et on a appris ce que c'était un estuaire asymétrique. Et à partir de là, on a déroulé un certain nombre d'études, et aujourd'hui, je peux dire que ce projet, je ne parle pas nécessairement de la qualité des architectures qui s'y font et qui restent une version propre à chacun d'entre nous. Mais quel bonheur d'avoir à ce moment-là, avec les copains, dans des workshops d'une très grande intensité. J'aimerais citer aussi l'apport éminent du Mohamed Abdelouhab de l'architecture arabe, qui est Alassane Badran, et qui faisait partie de façon ponctuelle de nos workshops. Je voudrais citer un seul élément. Nous avons rêvé d'un bâtiment et nous avons dessiné un fragment de territoire dans le cœur de la vallée, c'est-à-dire une vallée, c'est la partie basse, les coteaux et puis les plateaux. Et bien dans cette partie basse, nous avons imaginé un bâtiment dédié au règne de Sa Majesté. Un faisceau, un seul faisceau. On n'a jamais dessiné de bâtiment. Et ce bâtiment a été réalisé. C'est le théâtre de Rabat, aujourd'hui. Et il est seul. Et cette idée, comme quoi la vie veut parfois que le sujet de la ville soit porté au plus haut niveau par le décideur éminent, principal, ou un certain nombre de bâtiments qui ont été malencontreusement ébauchés, coulés dans la périmétrie immédiate de cet emplacement, ont été finalement arasés par l'autorité royale pour que ne subsiste que la pièce dont Andalousie, moi-même et tous les autres avons rêvé. C'est le théâtre. Alors, je veux dire cela, c'est parce que pour porter un projet urbain, il ne suffit pas qu'il y ait une administration, même si elle est, on va dire,
bien structuré, bien spécialisé, il manquera toujours dans le créneau un grand chef, un grand Manitou. Il faut qu'il soit très costaud sur le plan de l'enjeu politique du moment, comme il doit aussi être un immense rêveur. Mzian Belfqir, Allah yarhamou, était à la conjonction de ces deux attitudes. Et il a managé de façon très subtile toute cette équipe, parfois avec des antagonismes qui étaient à peu près normales pour des disciplines plurielles. Et il a fallu beaucoup de doigté et d'autorité pour qu'il fasse le ménage parfois sur les problèmes d'ego. Il a arrêté. Mais on lui doit aujourd'hui, peut-être, même continentalement, sur le plan africain, une des réflexions les plus fortes, les plus créatives, les plus à l'écoute, aussi bien des questions de patrimoine, parce qu'il y a le Chella, la Médina de Rabat, la Médina de Salé, il y a des zones humides extrêmement importantes, il y a un substrat humain très fragile, Douar Toum, Douar Maadid, Douar Al-Hajja, ces territoires où ont été, par la force des choses, rejetés des centaines de milliers de citoyens, les nôtres, et qui voient aujourd'hui progressivement la réhabilitation de ce territoire qui était un territoire d'exclusion vers un territoire qui pourra être progressivement, par les activités de plein air, par l'amélioration du système d'assainissement, seront opérés probablement dans les quelques années à venir, sur les 10-15 ans à venir, tous les compléments de ce projet qui doit avoir à cœur de ressouder l'humain, le substrat humain, avec le territoire naturel. Et je disais tout à l'heure en introduction que cela me perturbe de voir cette réflexion. On en a mené quelques dizaines, c'est Abdelhaï à la direction de l'urbanisme, et je vois ce territoire de pensée, de responsabilité des créateurs que nous sommes, n'est-ce pas, et que vous êtes, se rabougrir et puis se limiter simplement à la couleur et au formalisme des édifices. Ceci est un danger, non pas pour la profession seulement, mais pour le pays, parce que on arrête de dessiner des villes intelligentes, non pas par les choses auxquelles je ne comprends rien, les villes intelligentes, etc., mais par leur capacité de créer des moments de mémoire, des moments d'attention, des moments de créer le patrimoine de demain. Je me demande, quand je traverse les villes aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fabriqué? Tiens, c'est l'autre. Le patrimoine, hormis les bâtiments plus ou moins importants et quelques opérations immobilières, de quel patrimoine pourra-t-on se targuer dans les 30 ans à venir? Aïnaou, la Fulqura ou la Fulmoutoun? Vous faites bien de poser la problématique, c'est Mohamed Fekri, puisque ma question maintenant porte sur notamment ces grands événements internationaux comme la Coupe du Monde 2030 que nous allons accueillir. Est-ce que ce genre d'événements peuvent influencer notre manière de penser la ville et les territoires? Je m'adresse à vous, si l'autre fille, c'est bien, parce que c'est vrai que vous avez votre bureau ici à Casablanca, un autre à Paris, un autre à Dubaï, vous avez ce regard à l'international également. Est-ce que vous pensez que ces événements internationaux comme une Coupe du Monde peuvent influencer notre manière de penser la ville dans le futur? Je me rappelle d'une phrase qu'avait dit, je pense que c'était le cheikh de Mohamed de Dubaï, et il avait dit, quand ils ont eu l'Expo universelle, ils avaient dit qu'ils n'allaient pas construire 1 mètre carré de plus uniquement pour l'Expo.
Ils avaient dit qu'on a une autre vision de développement et que l'expo, c'était quoi, 2020 ? L'expo universelle de Dubaï, je pense que c'était 2020. Ils ont dit voilà, l'expo 2020 était un événement comme un autre, que ça rentrait dans leur trajectoire, mais que le pays continuait. Et j'aime bien cette philosophie. Je pense qu'il faut pas. Je pense que la Coupe du Monde au Maroc, bien sûr, c'est un accomplissement extraordinaire. On en a rêvé tous depuis tellement longtemps. Elle est importante, mais je pense que ça ne doit pas être le goal. Il y a une vision qui est bien sûr menée par Sa Majesté le Roi, et que la Coupe du Monde fait partie de cette vision. Elle ne doit pas être le phare au bout du chemin. Donc je pense qu'il ne faut pas concevoir les villes pour la Coupe du Monde. Il ne faut pas concevoir le Maroc pour la Coupe du Monde. Il faut concevoir le Maroc dans une vision globale qui sert les intérêts du Maroc. Et cet événement, bien sûr, va s'ancrer là-dessus. Alors, bien sûr, ça sert aujourd'hui de catalyseur. Beaucoup de projets qui étaient à l'arrêt se réveillent. Donc c'est très bien économiquement, puisque c'est un boost incroyable. Mais voilà, on ne doit pas concevoir la ville pour cet événement qui va durer 2 mois ou 3 mois. Mais on doit revoir les villes. Et ce que disait mon confrère à ma gauche sur quel patrimoine on va laisser, ben oui, quelles sont les œuvres de nous, architectes marocains, qui vont être visitées par des touristes dans 30 ans, dans 40 ans, quand ils vont venir à Casablanca ou dans n'importe quelle ville au Maroc. Est-ce qu'ils vont toujours continuer à aller voir les Médinas et aller voir la Koutoubia et aller voir ces œuvres-là avant et finalement, nous, on aurait été des architectes parasites, où on aurait un peu pollué cet environnement. Il y a toujours un retour à un référent qui est plus fort que nous. Ça, c'est des vraies questions. Je pense qu'il faut se poser. Comme disait Oncle Ben de Spider-Man, with great power comes great responsibility, et c'est vraiment ça. On a un pouvoir dès lors qu'on construit, parce qu'on va générer de l'énergie. J'en parlais à une jeune architecte, je crois, qui voulait se diplômer, et je lui dis voilà, tu vas catalyser quand même, tu vas rassembler des moyens, de la matière, de l'énergie, polluer la terre, recouler du ciment. Est-ce que vraiment ce que tu vas apporter va faire la différence? Est-ce que c'est vraiment, ça vaut la peine? Parce que si ça vaut pas la peine, c'est pas la peine de le faire, il vaut mieux peut-être rénover autre chose. Donc il faut vraiment se poser ces questions-là de qu'est-ce qu'on apporte. Et par rapport à la ville, je pense qu'il y a aussi une question importante à se poser, qui se pose en Europe, c'est par rapport à la beauté des villes. Encore une fois, le mouvement moderniste a écarté la beauté en disant, moi je me rappelle à l'école, il y a une vingtaine d'années, enfin 25 ans, on disait voilà, il ne faut pas parler de beauté parce que c'est subjectif, il ne faut pas parler de style parce que machin, il ne faut pas parler de décoration parce qu'avant on parlait ça les tartes à la crème. On disait ouais, c'est les tartes à la crème, c'est toutes les ornementations qu'on a dans les façades. Donc c'était quand même quelque chose d'assez violent à mon époque, en tout cas quand j'étais à l'école spéciale d'architecture à Paris. Il y avait un dogme. Alors heureusement j'ai réussi à sortir de ce dogme. Certains sont restés. Mais nous aussi au Maroc, on est loin de tout ça et on ne devrait pas être victime de ces errements esthétiques de l'architecture. Il faut remettre le style, il faut remettre la forme, le fond, tout cela pour que, au final, les gens se sentent bien dans la ville. Hein, c'est tout. Hein. Parce que derrière nos élucubrations conceptuelles et philosophiques, et moi j'adore ça. Hein, de toute façon, les concepts philosophiques, je suis un fou, mais à la fin, si l'utilisateur final dans la ville, il pige pas, comprend pas, ça sert à rien. Je dis souvent, quoi. Les concepts, c'est super, mais c'est juste un fil directeur pour créer un objet, pour créer une architecture, développer un style. Mais à la fin, on est au service des utilisateurs, des gens dans la ville, des citadins. Donc s'ils ne sont pas touchés par ce qu'on a essayé de faire, on a échoué. Et c'est pas parce qu'entre nous, architectes, on va se réunir dans des sectes et on va s'auto-acclamer, on va se dire oh c'est génial parce qu'il y a une ligne, il y a une l'ombre et la lumière, c'est fantastique, c'est fabuleux et on est là tous à s'extasier, mais au final c'est pas bon parce que les gens sont insensibles. Si la petite vieille elle trouve que ce qu'on est en train de faire c'est beaucoup moins bien que ce qu'elle avait il y a 40 ans, ben, j'estime qu'on a échoué. Donc quand on construit de l'architecture et surtout de l'architecture qui est dans la ville, on a ça. Quand on fait de la maison individuelle au milieu d'un jardin, oui, ok. Mais quand on a un impact sur la ville, sur la vie de gens qui passent, des centaines, des milliers, qui traversent cet espace urbain, on a aussi une responsabilité par rapport à ça. Et donc il faut arrêter de mettre la beauté, l'émotion, le style et tout ça, et dire oui, c'est la forme. Oui, c'est la forme. Les gens qui passent quelques secondes, ils regardent que la forme. Donc réussissons la forme.
On verra ensuite pour le fond. Mais essayons d'abord de se concentrer et de travailler au service des citoyens parce que ça impacte leur vie, ça impacte leur journée, ça impacte leur ancrage identitaire, leur fierté à être dans une ville. Moi, je pense que je suis né à Casablanca, mais voilà, on est des fois jaloux de villes comme Marrakech ou de Rabat parce que les étrangers aiment bien et les étrangers, quand ils viennent à Casablanca, ils n'aiment pas, ils trouvent la ville agressive, pas attrayante. Ça a un impact sur nous parce qu'on a envie d'être fiers dans notre ville. Et voilà, donc ce sont des choses qui sont fondamentales et les architectes ont un pouvoir colossal par rapport à ça. Et il ne faut pas qu'on le détourne en restant enfermé dans notre art, à se congratuler, à dire oh, c'est génial, c'est machin. Et s'il n'y a que nous qui comprenons, ça ne sert à rien. Alors, dans le même ordre d'idée, selon vous, quelles sont les compétences que devrait avoir l'architecte marocain de 2030 ? Encore 2030 ? Eh oui, 2030 c'est un point de repère, on va dire. C'est demain. Il faut qu'il reste authentique par rapport à soi-même, à lui-même. Hein. Je pense que un artiste ou un architecte ne peut réussir que s'il est authentique par rapport à ce qu'il est. Et quand je dis authentique, encore une fois, c'est pas l'histoire. Ne me prenez pas, je suis pas du tout un passéiste. Je suis hyper expérimental, j'adore expérimenter, utiliser des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux, expérimenter des nouvelles formes. Je parle vraiment que chaque architecte doit être authentique et raconter une histoire qui est authentique, qui le raconte. Voilà, je pense que quand on le fait, on est successful. Quoi qu'on soit dans la vie, hein, les hommes politiques, on le voit hein, avec Trump, les Zemmour, ils ont beau dire des choses horribles, mais comme ils sont authentiques, ben ça marche. Et donc il y a un vrai problème aujourd'hui dans nos sociétés, c'est pour ça qu'il y a ces mouvements politiques qui émergent, mais les gens sont à la recherche d'authenticité. À tous les niveaux, que ce soit au niveau politique, au niveau créatif, au niveau architectural. Donc il faut se poser des questions. Après, moi personnellement, par exemple, j'ai fait de l'architecture et à un moment donné, je voulais faire du personal branding pour travailler sur mon image. Et je me suis posé avec un ami qui est très fort là-dedans, qui malheureusement n'a pas beaucoup de temps. Et il m'a posé la question, il m'a dit « Pourquoi tu fais de l'architecture ? C'est quoi ta raison d'être ? Pourquoi tu fais ça ?» Ah, eh ben j'ai calé. J'ai pas su répondre. Je me suis trouvé bête. Et ça, c'était en plein Covid. Hein, donc, j'étais pourtant un peu mature en architecture. Mais je me suis rendu compte que je ne l'étais pas, parce que je ne sais pas pourquoi je fais ça. Enfin, je ne savais pas. Après, j'ai pris quelques semaines ou quelques mois et j'ai pu résoudre ces questions. Mais à l'école, on devrait nous apprendre à se poser ces questions. Parce que c'est à travers notre personnalité, à travers ce qu'on représente, qu'on conçoit de l'architecture. Donc l'architecte de 2030, je dirais, il faut qu'il soit authentique. De 2030 ou de 2025, il faut qu'il soit authentique et qu'il arrive à se trouver lui-même. On va passer le relais à Mohamed Fikri Benabla avec son expérience de 17 ans à l'École nationale d'architecture. Si Mohamed, que manque-t-il aujourd'hui dans la formation des architectes au Maroc, selon vous ? Ce qui manque dans la formation des architectes aujourd'hui, je pense qu'il ne manque pas de moyens. Je parle des moyens à valeur logistique. Toutes les écoles sont généralement bien logées. Il manque peut-être, mais certainement, une implication beaucoup plus marquée, beaucoup plus responsable de la profession et des professionnels dans l'enseignement. Je crois savoir que Grégotti ou vraiment des noms extrêmement... j'ai le bonheur d'être un ami d'Eduardo Sautomora. Il a étudié, il a enseigné en Suisse, il continue. C'est ces gens qui n'ont jamais lancé la craie derrière eux. C'est une vocation qui est magnifique. Et je crois que ça, c'est le bas qui blesse dans les écoles d'archi, génériquement. On a un certain nombre d'enseignants qui se sont faits, probablement comme moi, grâce à l'enseignement. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a
qu'il y a, il est normal, il est naturel que les archis qui travaillent, qui produisent, qui sont soumis à des expériences diverses, il faut qu'ils fassent acte de solidarité, il faut qu'ils fassent acte de citoyenneté peut-être, et qu'ils rejoignent l'enseignement sous diverses formes. Il y a la recherche, il y a le projet d'archi, il y a les interventions ponctuelles, et je pense il ne peut pas se concevoir un monde où s'élabore le savoir architectural coupé du monde de la production. Et nous y sommes. Il y a une coupure quasi totale entre ce qui se passe. Au sortir de l'école, les architectes diplômés, naturellement, sont en but à toutes les difficultés rencontrées par un jeune premier, parce qu'il aspire à devenir une grande vedette, légitimement, et il y en a, et il y en aura de plus en plus. Mais je crois qu'il y a cette espèce de césure entre le monde de la production et puis la formation. Maintenant, ce qui va manquer aussi, je crois, c'est quelque chose qui a déserté les bancs des écoles. C'est la militance. Avant, la génération à laquelle moi-même j'ai appartenu, on a brevé notre capacité d'accumulation, de savoir, on l'a brevé de ce qu'on apprenait dans les assemblées générales. ديال الأوطم يعني l'UNEM. شكون اللي فيكم تعرف هنايا l'UNEM؟ ما كنهضرش على هذاك الشراف علي اللي هنايا، كنهضر على الجماعة اللي كاينة في هذه القاعة. Qui se souvient de l'Union nationale des étudiants du Maroc? C'est parce que nous nous sommes aguerris, et j'ai le bonheur d'avoir appris auprès de mes camarades, aussi bien de parti que mes camarades d'école, d'avoir appris la question sociale, l'habitat pour le plus grand nombre, et de m'être intéressé à toutes ces choses-là qui aujourd'hui, malheureusement, ont déserté le champ du savoir, de l'accumulation académique. Ça me fait mal en tant que professionnel de constater que les choses qui concernent le citoyen marocain, principalement dans sa frange la plus démunie, la plus fragile, ne sont plus un sujet d'intéressement pour l'enseignement. On est tous rivés sur l'écologie, sur l'intelligence artificielle, sur je ne sais quel autre supposé avenir. Aujourd'hui, la force si on ne passe pas par la connaissance des souffrances que vivent les gens dans le sous-habitat, dans l'habitat sous-intégré, et des résultats colossaux, négatifs, auxquels sont en but notre jeunesse, les parents, les familles, l'achéré. Je pense que c'est un métier qui aura manqué de verve, qui aura manqué un rendez-vous. Même si c'est architecte, donc je sais à peu près de quoi je parle. Et donc à ce moment-là, le rôle peut-être des organismes professionnels, c'est de ramener tout ce beau monde, toute cette belle jeunesse qui ne demande qu'à apprendre. Malheureusement, elle est prise en otage par tous les réseaux sociaux, toutes les fragilités de l'intelligence artificielle. Toutes ces choses-là sont extrêmement dangereuses, et ça ne fait pas un bel architecte. Un bel architecte, هو الإنسان اللي يكون معلم avec le temps، واللي يكون وطني، يكون مفتح على الشؤون السياسية ديال بلادو، على la question de l'urbanisme. Et ça, je sens que... Regardez, je vais vous expliquer en 15 ans, c'est l'autre fait. J'ai passé 17 ans à l'école d'archi.
je suis rentré par la petite porte, c'est-à-dire le développement de la recherche. Parce que Bousfaha m'a confié le service de la recherche architecturale. Et puis j'ai enseigné et j'ai lu, etc., sur l'accumulation de ces courants architecturaux contemporains, comment un courant arrive, il est en croissance absolue, et puis progressivement, il s'affaiblit pour laisser place à un deuxième courant, et puis il y a ce tuilage historique qu'on a dans la peinture, qu'on a dans la littérature et dans différents domaines de la connaissance. Et ensuite, j'ai senti qu'il fallait fallait passer par le projet, mais je pense avoir, dans cet environnement d'atelier, avoir créé un petit monde extrêmement exigeant. C'était des gens valeureux, et souvent la sociologie de l'étudiant marocain se dérobait progressivement. En 17 ans, j'ai vu des choses qui m'ont apeuré, in fine. J'ai vu des systèmes de fraude que j'ai piqués, que j'ai combattu naturellement, mais en les combattant non pas par la discipline, etc., mais par l'échange, par la dureté la dureté parfois d'être enseignant et d'être en but à des valeurs sociales ou à des étudiants qui étaient d'origine très diverses, catégories défavorisées ou et la khéré. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Mais ce que je dis aux étudiants aujourd'hui, c'est que si vous n'arrivez pas, dans le cadre de votre établissement, à vous fédérer, tous autant que vous êtes, ceux qui viennent se parquer dans les écoles avec les BMW et ceux qui viennent en bus doivent être les meilleurs copains du monde. Sinon, être architecte ne peut être qu'une illusion, une forme de consommation d'image et de satisfaction familiale. Et donc, je pense, aujourd'hui, quand je rencontre un certain nombre d'étudiants, moi qui pourtant, quand il s'agissait de subir le choix des étudiants, j'avais exactement 2 étudiants qui s'inscrivaient dans mon atelier. Dans d'autres ateliers, tu t'en souviens, voilà. Et donc, c'est-à-dire qu'on commence à sentir qu'il commence dans ces espèces d'étudiants que j'ai découverts en 85, des anarchistes, des gauchos, des gens qui connaissaient toutes les tendances, il a rêvé, jusqu'à ce que tout cela se dessèche sous mes yeux. Et j'avais cette responsabilité, parce que j'étais leur enseignant. Mais donc je combattais à mon niveau, à mon modeste niveau, tous ces travers, jusqu'à ce qu'aujourd'hui je constate, c'est pas je ne jette la balle à personne, mais je suis un vivant qui s'enrichit de tout ce qu'il entend, de tout ce qu'ils sont, et surtout des formes de reconnaissance que j'ai vis-à-vis des étudiants qui étaient les miens et qui aujourd'hui se souviennent. Et donc, moi j'en appelle pour ma part à ce qu'on aide les étudiants par le système de formation à se réunir, à se rassembler et à ne plus exclusivement être omnubilés par la couleur, par la forme, par la démonstration, par le paysage. Il y a des sujets sous-jacents qui feront de lui un meilleur architecte. Parce que ça s'appelle le domaine de la vie. Ça s'appelle le domaine où il est amené à disposer des bâtiments, des édifices, des groupements d'habitation. Il a rêvé. J'ai peur de ça. Je pense qu'il y a un problème très sérieux, générique, et je ne jette la pierre ni au système privé, ni aux établissements d'enseignement issus de l'administration publique.
Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'interpellation première, c'est la ville, c'est le territoire, c'est la population, c'est ses problèmes, et c'est la connaissance de tous ces phénomènes qui permettent, accumulés à la technicité des uns et à la créativité des uns et des autres, de générer une génération d'architectes de qualité. Merci Mohamed Fekri Benabla. D'ailleurs, vous avez tendu la perche pour la dernière question. Vous y avez en partie répondu. Si on devait donner un conseil à un jeune architecte marocain qui sort diplômé cette année, ils sont nombreux, ils sont parmi nous ce soir. Si Lotfi, quel serait votre conseil? Un conseil et un seul. Un conseil. Ça c'est facile. Il ne faut jamais arrêter de rêver. Voilà, c'est le conseil que je donne aux architectes. Voilà, en un mot, il ne faut jamais arrêter de rêver. Et il faut persévérer, il faut y croire. Et voilà, on a une jeunesse incroyable. J'ai vu ces jeunes formidables architectes qui sont passés par l'agence et avec qui on a réussi à faire des choses fantastiques. Certains sont encore là, certains sont partis. Et voilà, le potentiel est là, l'énergie, elle est là. Donc oui, voilà, il faut juste continuer à rêver, il faut se donner aucune limite. Il ne faut surtout pas se dire « Ah, on est marocain, il faut qu'on reste à notre place ». Non, on est marocain et on ne va surtout pas rester à notre place, au contraire. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut garder ça à l'esprit. Et je fais un petit parallèle avec... une fois, quelqu'un était avec moi à l'agence et était issu, je pense, d'une famille un peu modeste. Il a étudié aux Beaux-Arts, à Casablanca, hyper talentueux, un designer de talent. Et un jour, je discutais avec lui et il me dit il faut que je te montre Richard Scoffier. Et Richard Scoffier, c'est un théoricien de l'architecture. Moi, j'ai eu la chance d'aller faire mes études à Paris et Richard Scoffier était mon prof de théorie de l'architecture. Comme Richard Scoffier parlait un peu comme ça, il avait des cheveux longs et il était très maniéré, on se foutait de sa gueule. Et donc, on ne suivait pas le cours parce qu'on était des jeunes imbéciles. Et du coup, je suis passé à côté de Richard Scoffier parce que je ne savais pas à quel point il était très important. Et ce jeune Marocain, qui n'était pas parti voir Richard Scoffier, il suivait tous ses cours religieusement sur Internet. Et donc ça m'a appris de dire, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a vraiment pas d'excuses. Voilà, moi j'ai eu la chance d'aller à Paris, j'avais Richard Scoffier, et j'ai pas regardé ses cours, et je m'en foutais parce que j'étais jeune et con. Et là, ce jeune Marocain qui est avec moi à l'agence connaît tout de Richard Scoffier et il l'a vu sur Internet. Donc voilà, il faut pas prendre d'excuses. Tout le monde a droit à sa chance et tout le monde peut y arriver. Il faut le vouloir. Et voilà, il faut rêver très fort. Et aussi, encore une fois, par rapport aux ancêtres, je pense, si Fikri, tu avais dit ça au début. Tu avais dit qu'on était un pays millénaire. Ben oui, c'est vrai. Moi, je vois des fois des architectes ou des designers étrangers qui viennent au Maroc, et des fois, je vais les emmener à la Médina de Marrakech, et ils sont mais dingues, ils sont fous, parce qu'ils découvrent des spatialités, et ils me disent, et ils me disent, c'est comme si j'étais dans un magasin de jouets, je suis comme un enfant. Ils ont des inspirations, ils sont inspirés, ils sont excités parce que c'est un monde différent. Et c'est un monde qui les inspire. Et voilà, il y a une force et une énergie, il y a des couleurs, il y a des matières, il y a des textures. Et c'est vrai que nous, on est un peu les héritiers de tout ça, et on ne doit pas l'oublier. Et c'est vrai que si demain on doit dire les architectes marocains à l'international ou ailleurs sont très très forts, on doit se dire oui, c'est une évidence, de là où ils viennent, avec leur histoire. Le Maroc est un pays millénaire, il n'y a pas beaucoup de pays sur Terre qui sont millénaires et qui sont une nation depuis plusieurs siècles. On peut se dire oui, comme on peut se dire oui, la France et l'Italie génèrent forcément des grands architectes parce qu'ils sont des héritiers d'une histoire séculaire. C'est la même chose. Donc je pense qu'on ne doit jamais perdre ça en tête. Mounia Benani, vous avez ouvert le bal des questions. Je vous donne la dernière question. Quel serait votre conseil pour les jeunes diplômés d'aujourd'hui ? Alors pour le jeune diplômé et le moins diplômé et celui qui sera et l'étudiant, je rejoins complètement rêver, être curieux surtout, observer, écouter. Moi je rejoins quand je donne des cours, dans une classe d'architectes, j'ai 20 étudiants, il y en a un qui a un carnet avec un stylo ou un crayon. Ils ne prennent même plus de notes, ils prennent leur iPhone pour cliquer
Et c'est tout. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a même plus de connexion entre le cerveau et la main qui est le premier acte de création. Je veux dire, on ne crée pas derrière un ordinateur en cliquant sur l'intelligence artificielle. Je veux dire, il y a un minimum de cette créativité, cette rêverie. Eh ben, elle se nourrit, elle s'alimente. Enfin, un artiste, il ne crée pas en claquant des doigts. Il va voir, il va observer, il va sentir, il va écouter, il va aimer, il va ressentir des choses. Et ça, il faut que vous ressentiez. Enfin, il faut que vous trouviez quelque chose de beau ou moche, ou que vous ressentiez du bon, du plaisir d'en voir les choses. Et ça, c'est absolument fondamental. Donner plus de place aux émotions ? Aux émotions, absolument. Je veux dire, aujourd'hui, quand je vois... hier, je recevais des étrangers qui me disent « Oh, Mounia, mais qu'est-ce qui vous arrive à Rabat ? C'est incroyable, vous avez du gazon partout. Oh, mon Dieu !» En fait, nous, on trouve ça beau. Mais vous voyez le rapport entre le beau et le pas beau? Je veux dire, là, on est dans un vrai problème de ressenti. Je veux dire, on n'a jamais eu de gazon dans nos villes. Je veux dire, c'est quelque chose de complètement importé. Donc aujourd'hui, même la nature, elle n'a même plus sa place. C'est la nature naturelle, spontanée, qui nous fait vivre, avec laquelle on a toujours vécu. La Nzaha, moi j'étais à Fès la semaine dernière, il y a les prairies partout, il fait beau. On a ce qui me chie, Gigelso, dans les prairies en fleurs, c'est pas là où il y a du gazon, hein, c'est tout simplement. Donc pourquoi aller rejeter ce vivant, cette nature avec... et ça fait partie des sources qui nous nourrit, cette nourriture ancrée en nous. Voilà. Merci Mounia Benahi, ce sera donc le mot de la fin. Je vous remercie infiniment. Je rappelle que vous êtes architecte paysagiste. Merci également à Lotfi Sdira, l'architecte et designer, et Mohamed Fikri Ben Abdallah, architecte, militant, intellectuel, qui nous a ravis par ces belles anecdotes aujourd'hui encore. Je pense qu'il mérite un tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup. Nous allons donc procéder dans quelques minutes à la cérémonie de remise de diplôme pour la promotion, la 13e promotion de l'école d'architecture et de paysage de Casablanca. Avant cela, nous allons peut-être libérer la scène et je voudrais... Il y a peut-être des questions. Alors, peut-être des questions, oui. On a encore... Si vous voulez rater la première mi-temps du match, il n'y a pas de problème. Vous pouvez poser autant de questions que vous voulez. Hein. Je suis dispo. Fonctionne pas. Il fonctionne? Ah, pardon. Bonsoir. Alors moi j'ai une question. Et oui. En fait, j'aimerais rebondir sur l'intitulé de cette table ronde. Vous pouvez vous présenter? Je suis Mehli Radia, je suis étudiante en architecture à l'UIR. Et voilà, je suis là pour la conférence, enfin pour la table ronde. Du coup, ma question, c'est du coup de rebondir sur l'intitulé qui est l'architecte dans la cité. Donc regard croisé sur un métier en transformation. Alors dans cet intitulé, il y a une référence à la cité qui est du coup bien plus qu'un espace urbain, mais un modèle politique, culturel. Et du coup, on questionne le rôle de l'architecte dans ce contexte-là. Et du coup, ma question c'est, est-ce que vous avez remarqué une mutation dans le rôle de l'architecte au cours de ces dernières années? Et comment vous le vivez en tant qu'architecte marocain? Voilà. Qui souhaite répondre? Prenez vos responsabilités. Je n'interviens pas. Mohamed Fikri? Oui, alors vous avez posé une question sur le fait que quelles sont les formes de mutation de l'architecte depuis quelques années, c'est bien ça? Oui, tout à fait. En 20 ans. Exactement. Est-ce que le professionnel formé il y a 20 ans, ou plus, ou moins, dans notre pays, a connu une mutation significative dans l'exercice de son métier? Est-ce que des choses ont changé? Est-ce que j'ai bien compris votre question? C'est surtout le rôle de l'architecte. C'est pas vraiment la manière d'exercer, mais le rôle. Parce qu'aujourd'hui, avec du coup les différents défis auxquels on fait face, par exemple environnemental, la volonté d'avoir une architecture plus identitaire, que ce soit les nouvelles technologies. Donc, est-ce que l'architecte a un rôle qui est beaucoup plus important? Parce qu'on a tendance, je pense qu'au début, ce métier était créé pour remplir, traduire des besoins
en bâtiment, et on avait aussi l'architecte artiste. Donc aujourd'hui, c'est plutôt un acteur politique. Et du coup, est-ce que vous sentez qu'il y a réellement une mutation et que l'architecte a un rôle beaucoup plus important dans la cité, qu'il est porteur, par exemple, d'éveil par rapport à l'histoire, par rapport à la société, par rapport à l'identité, parce qu'aujourd'hui, on est dans une démarche qui est beaucoup plus inclusive. Donc, c'est des questions qu'on ne se posait peut-être pas il y a une vingtaine d'années ou même plus. Et donc, est-ce que vous avez senti cette mutation-là, vous, en tant qu'architecte qui exercez depuis quelques années maintenant? Maintenant, j'ai bien saisi votre question. En réalité, je ne pense pas qu'il y a cette mutation sur les sujets que vous-même vous avez évoqués. Je pense qu'il y a plutôt une régression de l'adhésion de l'architecte au fait sociétal. C'est clair. C'est l'ère du temps, c'est l'ère des outils de production, c'est l'ère peut-être même de l'autorité qui juge un professionnel devant peut-être se limiter à la création et à la production d'objets isolés dans un système urbain qui est en réalité, qui n'a pas souvent, qui manque de cohérence. Et je crois qu'aujourd'hui, cette mutation, j'espère que les quelques messages modestes que nous avons annoncés sont un pied d'appel à cette génération pour qu'elle s'habille de la tenue, de la militance intellectuelle, du savoir. Je peux vous dire une chose, les architectes aujourd'hui, les générations, je baigne dans quelque chose qui ressemble à cette salle. On a un certain nombre d'architectes et je suis honoré d'avoir des lauréats de l'école de l'UIR, de l'EAC et de toutes de l'ENA et l'ARERE. Et je crois que ce que je constate, c'est que les architectes ne lisent plus. Ne lisent plus. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin de le faire, parce que s'ils le voulaient, ils le feraient beaucoup plus rapidement à travers les réseaux et puis tous ces mécanismes numérisés. Mais lire, prendre un livre, le sentir, s'imprégner des exigences philosophiques intimes de tous des architectes qui ont le temps et qui ont pris le temps d'écrire sur leur vie, sur leur parcours, sur les créations architecturales d'antan ou des espérances futures, c'est extrêmement important. C'est ce qu'il y a de plus beau, de plus... vous savez, quand je reçois des jeunes archis, je pose quelques questions sur un certain nombre de courants ou de personnes architectes, soit au Maroc ou dans d'autres contrées, et des questions qui me paraissent être vraiment le b.a.-ba de la connaissance, le b.a.-ba du statut de l'architecte. Très souvent, je suis interpellé par ce manque de présence sur ces questions-là. Alors que parallèlement, on a tous les moyens du monde pour que n'importe quel étudiant en architecture ou l'architecte en éclosion puisse être formé à ces questions-là. Et je pense qu'elles ont un rôle vraiment déterminant. Maintenant, sur un autre sujet un peu plus direct, je crains que aujourd'hui on fabrique en nombre un certain nombre de jeunes qui adhèrent par vocation au métier d'architecte. Très bien. Mais je dois répéter quelque chose que j'ai dit en préambule. C'est cette espèce de paradoxe, de hiatus, de frontière dangereuse qui
qui existe entre cette fringale de création ou de développement du nombre d'architectes dont a besoin le pays. Le pays a encore besoin peut-être de 10 fois plus d'architectes qu'il n'en forme aujourd'hui. ولكن فين هي الخدمة؟ خدمة كاينة. حسن الثاني صاحب الجلالة حسن الثاني الله يرحمه nous a dit, je ne sais pas, je crois qu'on était à peu près tous présents, en tous les cas les gens qui sont au premier rang, il a parlé de dizaines de milliers d'architectes. C'est en 86. Il n'y a pas de frayeur à avoir sur le volume de la commande, sur les besoins immenses qui attendent et les défis qui attendent le pays dans sa ruralité, dans son urbanité, dans tout. Et c'est énorme. Et le problème, c'est que on est tous en but. Et ne croyez pas que le vieillard qui vous parle, ou apparenté vieillard qui vous parle, n'a pas de souci. Je vis et je maintiens une agence comme tant d'autres, avec des difficultés qui sont énormes, parce que j'ai un statut, j'ai une capacité de production, je veux toujours prendre du plaisir à faire de l'architecture avec des moyens, avec des jeunes qui m'accompagnent, qui m'interpellent et qui m'éveillent aussi à certaines technicités, à certaines façons de voir l'architecture et le besoin en architecture dans un sens nouveau, renouvelé, mieux partagé. Et le problème que nous avons, c'est que à travers toutes les régions du Maroc, on forme des architectes. ولكن حذاري, la réglementation ne suit pas. La protection sociale des architectes n'est pas au rendez-vous. Les instances ordinales, qui sont principalement faites de camarades avec lesquels j'ai partagé des centaines de combats, ne sont pas dans leur meilleure forme. Donc nous avons ce danger qui guette d'avoir cette puissance juvénile en éclosion et en développement, mais qui est jetée à l'inconnu, au désordre. Et vous le savez, parfois à certaines formes de misère, et souvent aussi à des pratiques totalement inacceptables et qui deviennent des pratiques malheureusement qui s'étendent, parce que dans le métier de l'architecture, il y a beaucoup d'argent. Et certains de nos pères sont poussés par le désarroi, par la fragilité économique, à des pratiques qui sont extrêmement dangereuses. Nous avons un beau visage, nous sommes porteurs d'un message de ralliement, de connaissance, de main tendue إلى آخره. الصورة ديال المهندس المعماري اليوم كتعاني من هاد المشاكل هذه. Et vous n'avez pas, votre génération n'a pas de responsabilité immédiate dans la jeunesse de ce qui se passe. Mais vous êtes en but à ce que vous trouvez sur le terrain au sortir de l'école. Et je pense que là, l'Ordre des architectes, je salue Chakib Ben Abdallah, notre président, et toutes les associations qui œuvrent dans ce domaine. Je pense qu'il y a véritablement un sursaut à la mesure de cette vague salutaire, nécessaire, économiquement, historiquement, mais qui ne pourra pas se développer de façon harmonieuse, de façon équilibrée, et faire vivre des familles, et faire en sorte qu'on soit fier de n'importe quelle contrée à travers notre pays. Merci Mohamed Fikri Ben Abdallah, ce sera donc cette fois vraiment le mot de la fin. Je vous remercie infiniment, merci donc à Mounia Benani, merci également à Lotfi Sidéral et donc Mohamed Fikri Ben Abdallah d'avoir participé à cette table ronde. Vous pouvez encore une fois les applaudir.
Et nous allons libérer la scène pour permettre donc de commencer la cérémonie de remise des diplômes. Si Karim, 2 secondes s'il te plaît, je suis là. Salut. En face. Oui. Alors bonsoir. Déjà, vous avez parlé de témoignage tout à l'heure. Je voulais juste rejoindre le témoignage par rapport à Sibin El-Jadid. Déjà, je me présente, Hamza Djouri. Je suis architecte, 6e promotion de l'EAC. Alors, c'était le témoignage aussi pour Sibin El-Jadid et Si El-Hababi, Allah yarhamou. Il ne faut pas oublier aussi l'association des élèves qui a beaucoup milité pour l'obtention d'équivalence. Ouais. Pour répondre à votre question tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter dans le cursus scolaire d'un architecte? Alors, tous les jeunes architectes qui rejoignent l'agence, ils ont, on va dire, 2 petites problématiques. Il y a la problématique de la réglementation, tout ce qui est CCTP, marché, CAP, cahier de charges, etc. Ils n'en ont pas d'idée, d'accord? Le deuxième volet, c'est tout ce qui est volet chantier. On a des stages chantiers au cours du cursus scolaire, mais qui ne sont pas suffisants. Donc, est-ce qu'on pourrait éventuellement penser aux 2 ans de stage qui ont été posés sur la table il y a longtemps? Donc, moi, je pense que les 2 ans de stage obligatoires avant de pouvoir ouvrir le cabinet, etc., sont très importants. Moi aussi, au début, j'étais contre cette idée. Mais maintenant, quand on reçoit de nouveaux lauréats, etc., je suis pour cette idée et je sais que ça leur fera beaucoup de bien après. Merci. Merci à vous pour cette remarque. Merci également de permettre à nos intervenants de pouvoir quitter la scène. Je vous en prie. Ce sera donc une remarque qu'on va certainement transmettre au président du Conseil national des ordres des architectes, qui est parmi nous aujourd'hui et qui sera certainement un plaisir également de disserter sur cette question. Merci infiniment.